Bob l'éponge est censé être une comédie. Des couleurs vives, des personnages loufoques, des blagues stupides et des absurdités sous-marines. Mais si vous regardez vraiment la série, vous savez que sous toute cette bêtise, elle devient étonnamment sombre. Ces personnages peuvent sembler ridicules, mais chacun d'eux a traversé quelque chose d'émotionnellement brutal. Que ce soit Bob l'éponge qui s'effondre après avoir perdu Gary ou Plankton qui s'allonge littéralement dans la rue en attendant de mourir, la série cache simplement une vraie douleur derrière des créatures marines parlantes. Et honnêtement, certains de ces moments semblent bien trop réels pour un dessin animé pour enfants. Dans cette vidéo, nous analysons le moment le plus triste de chaque personnage de Bob l'éponge. Et croyez-moi, une fois que vous aurez vu cela, vous ne penserez plus jamais à Bikini Bottom de la même manière. Avant de commencer la vidéo, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Bob l'éponge est probablement l'un des personnages les plus heureux jamais créés. Cette éponge jaune vit dans un ananas sous la mer et trouve de la joie dans littéralement tout. Il adore son travail de cuisinier. Il s'enthousiasme pour la pêche à la méduse. Et il traite tout et tout le monde comme son meilleur ami. Bob l'éponge est un pur optimisme enveloppé dans un pantalon carré. Mais c'est exactement ce qui rend son moment triste si dévastateur. Quand quelqu'un qui est toujours heureux finit par craquer, ça frappe différemment. Avez-vous vu l'escargot? De la saison 4 est sans aucun doute l'un des épisodes les plus émotionnellement dévastateurs jamais réalisés. Cet épisode frappe différemment. On a tous vu Bob l'éponge être loufoque et faire des erreurs, mais cette fois, il a vraiment fait une grosse bêtise. Voici ce qui se passe. Bob l'éponge reçoit un jeu de balle à palette de la part de l'homme sirène et Bernard l'ermite. Il y a ce défi où vous devez frapper la balle comme 30 trillions de fois d'affilée ou quelque chose de fou comme ça. Bob l'éponge devient complètement obsédé par ça. On parle d'une véritable addiction ici. Gary essaie constamment d'attirer son attention parce que, vous savez, il a faim. Son bol de nourriture est littéralement vide, mais Bob l'éponge continue de lui dire de s'en aller. Gary saute même sur son visage pour essayer de se faire remarquer. Et Bob l'éponge le repousse et lui crie de le laisser tranquille. C'est là que vous savez que quelque chose ne va pas, car Bob l'éponge ne crie jamais sur Gary comme ça. Gary devient tellement désespéré qu'il commence à manger les miettes laissées dans son bol, mais il n'y a littéralement rien d'autre que des araignées. Des araignées! C'est à quel point ce pauvre escargot est négligé. Alors Gary fait ce que n'importe lequel d'entre nous ferait. Il fait ses valises et part. Il écrit même une note d'adieu disant qu'il va trouver quelqu'un qui se souvient de le nourrir. La partie vraiment déchirante arrive quand Patrick arrive des jours plus tard. Bob l'éponge a joué à la balle à palette pendant une semaine entière, peut-être 10 jours, et il n'a pas remarqué que Gary est parti. Quand il s'en rend enfin compte, vous pouvez voir le moment exact où son cœur se brise. Ses yeux se remplissent de larmes, et il commence à chercher partout, appelant le nom de Gary avec cette voix désespérée qui vous transperce. Mais c'est là que l'épisode devient légendaire en termes de tristesse. Il joue cette chanson appelée Gary Come Home, tout en montrant Bob l'éponge, et Patrick collant des affiches de recherche partout en ville. Les paroles sont simples mais dévastatrices. Bob l'éponge admet qu'il était aveugle, qu'il a fait une erreur, et supplie Gary de lui pardonner. Pendant ce temps, Gary est avec cette vieille dame qui essaie de l'engraisser pour le manger, ce qui est terrifiant, mais montre aussi jusqu'où Gary a dû aller juste pour trouver quelqu'un qui le nourrirait. La chanson frappe si fort parce qu'elle ne parle pas seulement d'un animal de compagnie qui s'enfuit. Elle parle de réaliser que vous avez pris quelqu'un pour acquis. Nous avons tous été là, trop occupés par le travail, les jeux ou autre chose pour prêter attention aux personnes ou aux animaux qui comptent le plus. Puis quand ils sont partis, vous réalisez à quel point vous avez besoin d'eux. Ce qui rend cela encore plus triste, c'est de voir Bob l'éponge s'effondrer complètement. Au crabe croustillant, il pleure dans les pâtés de crabe. Il ne peut pas fonctionner. Monsieur Krabs essaie d'aider mais ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Bob l'éponge continue de dire des choses comme il a déçu quelqu'un qui avait faim et vous pouvez dire qu'il se ronge de culpabilité. La scène de l'avion où ils écrivent « Gary rentre à la maison dans le ciel », mais ça se trompe et dit autre chose à la place. C'est là que vous savez que Bob l'éponge est vraiment désespéré. Il essaie tout et rien ne fonctionne. Puis il y a ce moment où Bob l'éponge parle à un panneau d'affichage avec la photo de Gary dessus. Il a littéralement une conversation avec un panneau parce que Gary lui manque tellement. Il dit qu'il a pris Gary pour acquis et veut juste lui dire qu'il l'aime une fois de plus. C'est alors que Gary réapparaît enfin et Bob l'éponge s'effondre complètement. La réunion est belle, mais aussi un peu drôle parce que Gary est super plein après que la vieille dame l'ait suralimenté. Quand Bob l'éponge dit que Gary doit être affamé, Gary grogne juste comme « En fait, je suis rassasié ». Cet épisode fonctionne parce que chaque propriétaire d'animal a ressenti cette peur de perdre son compagnon. Et chaque propriétaire d'animal a probablement eu des moments où il était trop occupé pour donner à son animal l'attention qu'il méritait. La culpabilité de Bob l'éponge semble réelle parce qu'elle vient d'un endroit réel. La chanson Gary Come Home est devenue emblématique pour une raison. Elle capture parfaitement ce sentiment de regret et de désespoir quand vous réalisez que vous avez blessé quelqu'un que vous aimez. La mélodie est assez simple pour rester dans votre tête, mais les émotions derrière elle sont complexes et douloureuses. Ce qui est vraiment génial dans cet épisode, c'est qu'il montre que même le personnage le plus heureux et le plus optimiste peut éprouver une véritable dépression et culpabilité. Et Bob l'éponge est dévasté. Il cesse de fonctionner normalement. C'est à ça que ressemble le vrai chagrin. Et le voir dans un dessin animé le rend encore plus puissant. Pas moins. L'épisode montre aussi à quel point il est facile de se laisser distraire par des choses aléatoires et d'oublier ce qui compte vraiment. Bob l'éponge est tellement pris par ce jeu sans importance qu'il ignore complètement son meilleur ami. C'est une leçon que nous devons tous entendre parfois. Ce moment se démarque parce qu'il brise la formule.
Bob l'éponge est habituellement celui qui remonte le moral des autres, mais ici, c'est lui qui a besoin d'aide. Le voir brisé et désespéré vous fait réaliser à quel point vous tenez à cette éponge fictive. Et c'est le pouvoir d'une bonne narration. Même dans un dessin animé sur des créatures marines parlantes, Bob l'éponge blessant Gary était triste, mais Patrick se retournant contre lui dans « Je suis avec Stupide » est bien pire. Patrick l'étoile de mer est le meilleur ami de Bob l'éponge et son voisin d'à côté. Et honnêtement, il n'est pas le plus malin du lot. Cette étoile de mer rose vit sous un rocher, littéralement et figurativement. Patrick est généralement inoffensif dans sa stupidité, juste un gars paresseux qui aime dormir et manger. Il est loyal envers Bob l'éponge et se soucie vraiment de lui, même s'il ne le montre pas toujours de la manière la plus intelligente. Patrick représente cet ami que nous avons tous qui veut bien faire, mais dit parfois la mauvaise chose. Il est simple, innocent et généralement assez gentil. C'est ce qui rend sa représentation dans Je suis avec Stupide si choquante et douloureuse à regarder. Patrick dans Je suis avec Stupide est probablement l'un des épisodes les plus inconfortables à regarder parce qu'il montre à quel point l'amitié peut facilement devenir toxique. Cet épisode frappe différemment parce qu'il ne s'agit pas d'un méchant externe ou d'une situation folle. Il s'agit de Patrick trahissant son meilleur ami. Et le pire, c'est qu'il ne se rend même pas compte qu'il le fait. Patrick reçoit une lettre de ses parents disant qu'ils viennent lui rendre visite pour le jour de l'étoile de mer. Il panique parce que ses parents pensent qu'il est bête comme ses pieds. Ce qui, soyons honnêtes, Patrick l'est généralement. Mais ce n'est pas le sujet. Il est vraiment bouleversé à l'idée de les décevoir à nouveau. Bob l'éponge, étant le bon ami qu'il est, propose ce plan. Il fera semblant d'être encore plus bête que Patrick pour que Patrick ait l'air intelligent en comparaison. C'est en fait un geste assez gentil. Bob l'éponge met son casque de karaté pour avoir l'air stupide et commence à agir comme un parfait idiot. Au début, tout se passe comme prévu. Bob l'éponge agit comme s'il ne savait pas comment serrer la main. Il rentre dans sa propre maison. Il fait des bruits d'animaux étranges. Les faux parents de Patrick commencent à penser que Patrick est assez intelligent pour garder cet idiot sous contrôle. Patrick adore l'attention et les éloges de ses parents. Mais ensuite, quelque chose de vraiment laid se produit. Patrick commence à s'emballer avec tout ça. Il commence à faire des attaques personnelles contre Bob l'éponge qui vont bien au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Il dit que les vêtements de Bob l'éponge sont stupides, se moque de sa silhouette et demande même s'il peut emprunter le mascara de Bob l'éponge pour l'embarrasser davantage. Les faux parents adorent ça, riant à chaque blague méchante que Patrick fait, et Patrick continue. Il devient accro à se sentir supérieur et à faire rire ses parents. Vous pouvez voir le visage de Bob l'éponge devenir de plus en plus blessé à chaque insulte. Puis vient la partie vraiment déchirante. Bob l'éponge essaie de parler à Patrick en privé dans la cuisine. Il demande à Patrick de calmer les insultes parce qu'elles blessent vraiment ses sentiments. Mais Patrick a complètement oublié que tout cela est un acte. Il croit vraiment que Bob l'éponge est stupide. Maintenant, Patrick dit à Bob l'éponge que les gens stupides ne réalisent pas à quel point ils sont stupides. Il a complètement adhéré à sa propre performance. Quand Bob l'éponge lui rappelle leur plan, Patrick pense que Bob l'éponge invente tout ça. Il parle à Bob l'éponge comme s'il parlait à un enfant ou à un animal de compagnie. Bob l'éponge est tellement frustré qu'il enlève son casque et essaie de prouver qu'il est en fait intelligent. Il avoue tout aux faux parents de Patrick, explique tout le plan, leur montre qu'il sait faire des maths et parler en phrases complètes, mais il pense juste que Patrick lui a appris tout ça en 3 minutes. Les parents continuent de féliciter Patrick pour avoir si bien formé Bob l'éponge. Patrick continue, prenant le crédit d'avoir appris à Bob l'éponge à parler et à penser. Bob l'éponge est désespéré, essayant de prouver son intelligence, mais personne ne le croit. Ce qui rend cela si triste, c'est de voir Bob l'éponge réaliser que son meilleur ami s'est complètement retourné contre lui. Patrick pense vraiment que Bob l'éponge est en dessous de lui. La trahison est réelle et Bob l'éponge peut le voir dans les yeux de Patrick. Bob l'éponge finit par craquer et traverse le mur pour s'échapper. Il ne peut plus supporter d'être traité comme un idiot par son propre meilleur ami. Tout cela le pousse à une dépression nerveuse. La fin avec le retournement de situation où Patrick réalise que ce ne sont pas ses vrais parents rend les choses encore pires. Toute cette cruauté et cette trahison étaient pour rien. Patrick a fait subir à Bob l'éponge une torture émotionnelle pour impressionner 2 étrangers qui n'ont même pas de fils. Cet épisode est inconfortable parce qu'il montre à quelle vitesse le pouvoir peut corrompre quelqu'un. Patrick a un petit goût de supériorité et ça lui monte directement à la tête. Il devient vraiment méchant et condescendant. Le Patrick doux et loyal que nous connaissons disparaît complètement. Tout cela montre comment la pression des pères peut vous pousser à faire des choses terribles aux personnes que vous aimez. Patrick veut tellement l'approbation de ses parents qu'il est prêt à humilier son meilleur ami. Quand les faux parents commencent à rire de Bob l'éponge, Patrick se joint à eux parce que ça fait du bien de faire partie du groupe. Ce qui est vraiment troublant, c'est comment Patrick commence à croire ses propres mensonges. Il est tellement pris dans le rôle de l'intelligent qu'il oublie que tout est faux. Son cerveau réécrit essentiellement la réalité pour qu'il se sente mieux dans sa peau. L'épisode n'a pas vraiment de résolution satisfaisante non plus. Les vrais parents de Patrick arrivent et tout revient à la normale. Mais il n'y a pas d'excuse à Bob l'éponge. Patrick ne reconnaît jamais à quel point il a maltraité son ami.
Bob l'éponge disparaît simplement de l'épisode après sa dépression. Cela donne l'impression que c'est l'un des rares épisodes de Bob l'éponge où l'amitié semble vraiment endommagée. D'habitude, quand ils se disputent, c'est à cause de malentendus idiots, mais cette fois, Patrick a révélé quelque chose de laid sur son caractère. Il a montré que dans les bonnes circonstances, il est prêt à jeter Bob l'éponge sous le bus. Cet épisode fonctionne parce que tout le monde a vécu ce genre de trahison. Nous avons tous eu des amis qui ont changé quand ils étaient avec certaines personnes. Ou peut-être avons-nous été le Patrick, tellement pris dans le fait de s'intégrer que nous avons blessé quelqu'un qui nous tient à cœur. C'est un scénario étonnamment mature pour une émission pour enfants. La plupart des dessins animés auraient fait réaliser à Patrick son erreur et s'excuser. Mais cet épisode laisse simplement la trahison en suspens, non résolue et douloureuse. Parfois, l'amitié ne suffit pas à surmonter l'égoïsme et l'insécurité. La trahison de Patrick a montré à quel point un meilleur ami peut être cruel. Mais la douleur de Carlo montre que ne pas être vu et apprécié coupe encore plus profondément. Carlo Tentacule est probablement le personnage le plus misérable de tout Bob l'éponge. Ce poulpe grincheux vit entre Bob l'éponge et Patrick, ce qui est essentiellement sa version personnelle de l'enfer. Carlo pense qu'il est un artiste et un intellectuel, mais le monde lui rappelle constamment qu'il n'est qu'un caissier dans un fast-food. Il est amer, sarcastique et se retrouve toujours du mauvais côté des choses. Carlo représente cette partie de nous tous qui se sent non apprécié et coincé dans la vie. C'est ce qui rend ces rares moments de véritable douleur si déchirants. Les fanfares et probablement les montagnes russes émotionnelles les plus importantes que Carlo ait jamais traversées. Cet épisode commence avec Carlo recevant un appel de son ancien rival de lycée, Carlo de Fancison. Ce type est tout ce que Carlo aimerait être, riche, réussi, talentueux, et il ne laisse jamais Carlo l'oublier. Carlo de Fancison appelle pour se vanter de la façon dont son groupe chic est censé jouer au Bubble Bowl, qui est essentiellement le Super Bowl de leur monde. Puis, il mentionne négligemment que son groupe ne peut pas venir et demande si le groupe de Carlo peut le remplacer. Bien sûr, Carlo n'a pas de groupe, mais sa fierté entre en jeu et il ment, disant qu'il en a totalement un. Alors maintenant, Carlo doit créer un groupe de marche à partir de rien en une semaine. Il met des affiches dans la ville et fait venir un tas de gens au hasard. Le problème, c'est qu'aucune de ces personnes ne sait jouer d'un instrument. Toute l'expérience est juste Carlo se faisant humilier encore et encore quand il demande si quelqu'un a de l'expérience musicale, Plankton demande si les instruments de torture comptent, et Patrick demande si la mayonnaise est un instrument. Ces gens sont désespérés, et Carlo le sait. Chaque séance d'entraînement est un désastre. Le premier jour, les batteurs tirent littéralement leurs baguettes de leur bouche et clouent Carlo au mur. Sandy bat Patrick et le fourre dans un trombone. Le deuxième jour, les porte-drapeaux tournent si fort qu'ils volent dans un dirigeable et meurent dans une explosion. Le troisième jour, Plankton s'évanouit, presque en essayant de jouer d'un harmonica plus grand que tout son corps. Au quatrième jour, Carlo est désespéré. Il dit à tout le monde de jouer très fort, pensant que cela pourrait aider d'une manière ou d'une autre. Le résultat est si mauvais qu'il casse toutes les fenêtres et déforme le visage de Carlo. Puis quand il suggère de jouer doucement à la place, tout le monde commence à se disputer et se lance dans une bagarre massive. Mais c'est là que l'épisode devient vraiment triste. Après la fin de la bagarre, Carlo a une dépression complète. Il dit à tout le monde qu'ils ont écrasé sa seule chance de bonheur. Il dit qu'il attendait mieux d'eux, mais il admet qu'il est probablement un perdant pour même espérer. Puis il leur dit de ne pas se donner la peine de se présenter parce qu'il dira juste qu'ils sont tous morts dans un accident de marche. Ce moment frappe si fort parce que vous pouvez voir à quel point cela comptait pour Carlo. Ce n'était pas juste pour se montrer à Carlo de Fancison, c'était pour se prouver à lui-même qu'il pouvait accomplir quelque chose de significatif. Carlo passe toute sa vie à se sentir comme un échec, et c'était sa chance de rédemption. Ce qui le rend pire, c'est à quel point il se sent seul. Personne ne le prend au sérieux. Ils le traitent tous comme une blague, alors que Carlo y met tout son cœur. Quand il s'effondre, vous réalisez à quel point il se mettait la pression et à quel point il avait peur d'échouer à nouveau. La partie vraiment tragique est le discours de Carlo sur le fait d'attendre mieux de tout le monde. Il ne parle pas seulement du groupe, il parle de toute sa vie. Carlo est constamment déçu par le monde qui l'entoure, et cela ressemble à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bob l'éponge essaie de rallier tout le monde en leur demandant de se souvenir de toutes les fois où Carlo les a aidés, mais personne ne peut penser à un seul exemple. Ils ne peuvent littéralement pas se souvenir d'une seule fois où Carlo était là pour eux. C'est brutal. Cela montre à quel point Carlo est vraiment invisible et non apprécié. Le lendemain au Bubble Bowl, Carlo est prêt à admettre sa défaite. Il prévoit d'annuler tout et d'accepter l'humiliation quand Carlo de Fancison se montre juste pour le voir échouer. Vous pouvez voir Carlo mourir un peu à l'intérieur. Ce type est venu jusqu'ici juste pour profiter de l'embarras de Carlo. Puis le groupe se montre en uniforme complet et Carlo réalise qu'il doit aller jusqu'au bout. Alors qu'ils se préparent à jouer, Carlo est convaincu que ce sera le pire moment de sa vie. Il transpire, tremble, attendant juste que le désastre se produise. Mais ensuite, quelque chose de magique se produit. Le groupe sonne en fait incroyable. Ils interprètent cette chanson rock épique appelée Sweet Victory, et c'est absolument incroyable. La foule devient folle. Carlo de Fancison s'évanouit de choc et Carlo obtient enfin son moment de triomphe.
Ce qui rend cela si puissant, c'est à quel point Carlo a souffert pour y arriver. Sa victoire semble méritée parce que nous l'avons vu à son point le plus bas. Nous l'avons vu perdre complètement espoir. Quand il réussit enfin, cela signifie tout, parce que l'échec semblait si certain. L'épisode fonctionne parce que tout le monde s'est senti comme Carlo à un moment donné. Nous avons tous eu des rêves qui semblaient impossibles, et des gens qui ne croyaient pas en nous. Nous avons tous eu des moments où nous nous demandions si nous nous moquions de nous-mêmes à propos de nos talents ou de notre potentiel. La dépression de Carlo est si réelle parce qu'elle vient d'un endroit de véritable douleur. Il ne fait pas juste du drame ou n'est pas égoïste. C'est un gars qui a été battu par la vie encore et cela ressemblait à sa dernière chance de compter. Quand il semblait que cette chance était partie, il s'est complètement effondré. Le triomphe à la fin est beau, mais il n'efface pas la tristesse de ce qui est venu avant. Carlo a dû traverser l'enfer pour obtenir ce moment de gloire. Et connaissant la chance de Carlo, il est probablement retourné à être misérable le lendemain. Mais pour ce moment-là, il a pu se sentir comme s'il avait accompli quelque chose de spécial. Carlo nous montre ce que c'est que d'être invisible et non aimé. Mais Monsieur Krabs prouve que être vu ne signifie rien si tout ce qui vous importe est l'argent. Si vous appréciez notre vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Eugène Krabs est le personnage le plus avide de tout Bob l'éponge. Ce crabe rouge possède le restaurant Crabe Croustillant et fera littéralement n'importe quoi pour de l'argent. Il paie ses employés presque rien, fait payer tout trop cher et traite l'argent comme s'il était plus important que les gens. Monsieur Krabs représente le capitalisme à son pire, où le profit compte plus que la décence humaine. Il est généralement vu comme un personnage drôle, mais parfois son avidité devient si extrême qu'elle devient vraiment troublante. C'est exactement ce qui se passe dans cet épisode. Né de nouveau, Krabs commence avec Monsieur Krabs étant son habituel radin. Bob l'éponge trouve un vieux pâté de crabe moisi sous le grill et essaie de le jeter. Mais Monsieur Krabs l'arrête parce que vendre ce pâté pourri lui rapporterait 5,2 centimes. Il a même un système d'alarme pour empêcher la nourriture d'être jetée. C'est à quel point il est obsédé par l'argent. Monsieur Krabs force Bob l'éponge à servir ce pâté dégoûtant aux clients. La chose est si vieille et dégoûtante qu'elle pousse littéralement de la moisissure et fait des bruits d'animaux. Les clients s'enfuient en criant quand ils le voient. Le crabe croustillant perd toute sa clientèle pendant des semaines, mais Monsieur Krabs refuse toujours de jeter le pâté. Finalement, pour prouver que le pâté est bon, Monsieur Krabs le mange lui-même. Grosse erreur. Il attrape immédiatement une intoxication alimentaire et finit à l'hôpital, devenant vert de maladie. Même alors qu'il est transporté en ambulance, il dit à Bob l'éponge de garder le reste du pâté parce qu'il n'en a pas encore fini. À l'hôpital, le Hollandais volant apparaît pour emmener Monsieur Krabs au casier de Davy Jones, qui est essentiellement l'enfer pour les créatures marines. Monsieur Krabs essaie de mentir sur son nom, mais le Hollandais volant voit clair dans son jeu. Il dit que Monsieur Krabs doit partir parce qu'être radin est une chose terrible. Monsieur Krabs s'effondre en larmes et supplie pour une autre chance. Le Hollandais volant accepte, mais seulement si Monsieur Krabs promet d'être toujours généreux et de ne plus jamais être radin. Monsieur Krabs jure qu'il changera. Quand Monsieur Krabs revient au crabe croustillant, il semble vraiment différent. Il distribue des jouets gratuits, des recharges gratuites et traite bien ses employés. Il transforme même son bureau en salon pour que Carlo puisse y faire la sieste. Pendant un moment, il semble qu'il ait vraiment appris sa leçon. Mais ensuite, la réalité frappe. Monsieur Krabs reçoit une facture de carte de crédit de 10 000 $ et réalise qu'il n'a pas d'argent pour la payer. Quand Bob l'éponge et Carlo lui disent qu'il est vraiment éveillé et ne rêve pas, Monsieur Krabs craque complètement. Sa tête se fissure littéralement sous le choc. Immédiatement, toute sa générosité disparaît. Il commence à reprendre les sodas gratuits, à confisquer les jouets des enfants et même à effacer la mémoire d'un client sur un film qu'il regardait. Quand il voit un client se pencher pour ramasser un centime par terre, Monsieur Krabs attrape les bras du gars et menace de les arracher s'il ne lâche pas. C'est alors que le Hollandais volant revient, furieux que Monsieur Krabs ait rompu sa promesse. Il est prêt à traîner Monsieur Krabs vers une punition éternelle. Quand Bob l'éponge intervient pour défendre son patron, Bob l'éponge insiste sur le fait que Monsieur Krabs est généreux et ne le vendrait jamais pour de l'argent. Le Hollandais volant décide de tester cela. Il offre à Monsieur Krabs un choix entre Bob l'éponge et tout l'argent dans sa poche. Monsieur Krabs demande combien il parle. Quand le Hollandais volant dit 62 centimes, Monsieur Krabs prend immédiatement l'argent sans hésitation. Ce moment est absolument brutal. Le visage de Bob l'éponge montre un choc complet et un cœur brisé. C'est son patron, quelqu'un qu'il admire et qu'il apprécie, qui vend littéralement son âme pour de la petite monnaie. Même pas beaucoup d'argent, juste 62 centimes, moins d'$1. Ce qui le rend pire, c'est à quel point Monsieur Krabs est à l'aise avec ça. Il n'hésite même pas ou ne se sent pas mal. Il prend juste l'argent comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Quand Carlo demande comment il a pu échanger Bob l'éponge pour 62 centimes, Monsieur Krabs demande s'il aurait pu obtenir plus. Le Hollandais volant emmène Bob l'éponge au casier de Davy Jones, laissant Monsieur Krabs compter ses pièces. Mais ensuite, Carlo lui dit vraiment ce qu'il pense. Il dit à Monsieur Krabs qu'il devrait avoir honte de lui-même pour avoir vendu quelqu'un qu'il a défendu. C'est alors que Monsieur Krabs réalise enfin ce qu'il a fait. Monsieur Krabs s'effondre en larmes, disant qu'il ne veut plus de l'argent et qu'il veut juste que Bob l'éponge revienne. Heureusement, le Hollandais volant a rendu Bob l'éponge parce qu'il était trop agaçant à garder. Mais le mal est fait, nous avons vu jusqu'où Monsieur Krabs est prêt à aller pour de l'argent. Cet épisode est juste sombre parce qu'il montre Monsieur Krabs à son pire absolu. La plupart du temps, son avidité est traitée comme une blague.
Mais ici, elle franchit une ligne vers quelque chose de vraiment maléfique. Il a littéralement vendu l'âme de son employé pour de la petite monnaie. Ce qui le rend plus triste, c'est la réaction de Bob l'éponge. Même après avoir été trahi comme ça, Bob l'éponge essaie de trouver des excuses pour Monsieur Krabs. Il dit que Monsieur Krabs l'a fait pour le crabe croustillant et qu'il aurait fait la même chose. Mais quand Monsieur Krabs demande s'il l'aurait vraiment fait, Bob l'éponge dit doucement non. L'épisode fonctionne parce qu'il montre comment l'addiction à l'argent peut corrompre quelqu'un complètement. Monsieur Krabs a eu un véritable éveil spirituel et voulait vraiment changer. Mais dès que l'argent est entré en jeu, toutes ses bonnes intentions ont disparu. Son avidité est littéralement plus forte que son amour pour les gens autour de lui. Ce moment révèle aussi comment Bob l'éponge voit la relation par rapport à comment Monsieur Krabs la voit. Bob l'éponge pense qu'ils sont amis et que Monsieur Krabs le valorise en tant que personne. Mais pour Monsieur Krabs, Bob l'éponge n'est qu'un employé qui peut être remplacé si le prix est bon. La partie vraiment triste est que cela a probablement endommagé leur relation pour toujours, même si Monsieur Krabs s'est excusé et a récupéré Bob l'éponge. Comment faites-vous confiance à quelqu'un à nouveau après qu'il ait vendu votre âme pour 62 centimes? Bob l'éponge pourrait lui pardonner, mais il n'oubliera jamais ce dont Monsieur Krabs est vraiment capable. L'épisode se termine avec eux riant ensemble, mais il y a quelque chose de creux à ce sujet. Vous savez que Bob l'éponge ne regardera jamais Monsieur Krabs de la même manière à nouveau. Et Monsieur Krabs retournera probablement à être avide le lendemain. Certaines personnes ne changent jamais vraiment, peu importe combien de chances elles ont. Monsieur Krabs prouve que vendre quelqu'un que vous aimez prend moins d'$1. Mais Sandy montre que perdre son sens de soi peut vous coûter tout. Sandy Écureuil est probablement le personnage le plus coriace de tout Bob l'éponge. Cet écureuil du Texas vit sous l'eau dans une combinaison de plongée et un casque à air, ce qui la rend assez unique. Sandy est intelligente, forte et ne recule jamais devant un combat. Elle est scientifique, artiste martiale et bonne dans tout ce qu'elle essaie. Sandy représente l'indépendance et la confiance. C'est le personnage qui a toujours son acte ensemble. C'est ce qui rend la voir complètement impuissante et humiliée si difficile à regarder. Quelqu'un est dans la cuisine avec Sandy est honnêtement l'un des épisodes les plus inconfortables à regarder. Tout cela commence parce que Plankton essaie un autre stratagème pour voler la formule du pâté de crabe, il se cache à l'intérieur. Une graine de sésame sur un pain à hamburger est servie à Sandy et finit piégée dans son casque à air. Quand elle mange un pâté, l'épisode révèle quelque chose que nous n'avons jamais su sur Sandy auparavant. Quand elle rentre chez elle pour se doucher, elle enlève littéralement sa fourrure comme si c'était un costume. En dessous, elle n'est qu'un corps rose et sans poils portant des sous-vêtements violets. Sa fourrure est en fait une peau amovible qu'elle accroche comme un vêtement. Plankton voit cela et a une idée. Pendant que Sandy se douche et chante joyeusement, il vole sa peau de fourrure et la verrouille dans la salle de bain. Puis il prend la fourrure au seau de l'enfer, y met des commandes de robot et l'utilise pour se faire passer pour Sandy au crabe croustillant. Pendant ce temps, Sandy finit sa douche et réalise que sa fourrure a disparu. Elle défonce la porte de la salle de bain et met une cafetière sur sa tête comme casque de fortune. Puis elle court à Bikini Bottom pour trouver celui qui a volé sa fourrure, ne portant rien d'autre que ses sous-vêtements. C'est là que l'épisode devient vraiment triste. Sandy est complètement exposée et vulnérable d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. C'est ce personnage fier et confiant qui a soudainement été dépouillé de tout. Cela la fait se sentir en sécurité. Sans sa fourrure et son costume, elle a l'air complètement différente, et tout le monde la traite comme une bête de foire. Les habitants commencent à la montrer du doigt et à rire d'elle. Ils l'appellent une chèvre sans poils, un furet nudiste et un tamia nu. Les enfants s'enfuient en criant. Les parents couvrent les yeux de leurs enfants. Et tout le monde la traite comme si elle était un monstre. Sandy essaie d'expliquer que sa fourrure a été volée, mais personne n'écoute ou ne s'en soucie. Ce qui rend cela si déchirant, c'est de voir la confiance de Sandy complètement brisée. C'est un personnage qui est habituellement sans peur et en contrôle, mais maintenant elle court désespérément en essayant de se couvrir et de se cacher des gens. Elle essaie de faire une jupe avec des algues, mais elle se désagrège et la laisse encore plus exposée. La partie vraiment triste est quand Sandy réalise qu'elle ne peut pas attraper le voleur parce que tout le monde la regarde. Elle dit que le vrai voleur de fourrure la verra venir à 1 km à cause de toute l'attention, alors elle doit se cacher sous terre dans les égouts. Se sentant complètement vaincue et désespérée, Sandy s'assoit dans ses tunnels sombres en se parlant à elle-même sur le fait qu'elle a besoin d'aide, mais ne sait pas quoi faire. C'est Sandy Écureuil, le personnage qui aide habituellement tout le monde à résoudre leurs problèmes. Maintenant, elle se cache dans les égouts parce qu'elle est trop embarrassée pour montrer son visage en public. L'épisode essaie d'en faire une blague, mais il y a quelque chose de vraiment troublant à ce sujet. Sandy est humiliée pour quelque chose qui n'est pas de sa faute. Elle est la victime d'un crime, mais tout le monde la traite comme si elle était le problème. Personne ne s'arrête pour demander pourquoi elle a l'air différente ou si elle a besoin d'aide. Ce qui est pire, c'est que cet épisode révèle la plus grande insécurité de Sandy. Sa fourrure n'est même pas réelle. Elle a porté ce qui était essentiellement un costume de fourrure tout ce temps. Cela signifie que chaque moment confiant et fort que nous avons vu de Sandy était alors qu'elle était essentiellement en costume. Sans cela, elle est aussi vulnérable que n'importe qui d'autre. L'épisode montre aussi à quelle vitesse les gens peuvent se retourner contre vous quand vous avez l'air différent. Ce sont les mêmes habitants qui respectent habituellement Sandy, mais au moment où elle apparaît sans sa fourrure, ils la traitent comme une ordure. C'est un commentaire assez sombre sur la façon dont la société juge les gens en fonction de leur apparence. Même quand Sandy attrape enfin Plankton et récupère sa fourrure, l'épisode ne se termine pas bien pour elle.
La police arrive et l'arrête pour nudité publique. Au lieu d'arrêter Plankton pour vol et usurpation d'identité, Sandy finit par être celle qui est punie, même si elle était la victime. Cet épisode fonctionne parce que tout le monde s'est senti exposé et vulnérable à un moment donné. Nous avons tous eu des moments où nous avons eu l'impression que tout le monde nous regardait et nous jugeait. Mais l'expérience de Sandy est extrême. Elle perd littéralement son identité et devient une personne complètement différente aux yeux de tout le monde. La partie la plus triste est de réaliser que la confiance de Sandy pourrait avoir été fausse depuis le début. Si elle a besoin d'un costume de fourrure pour se sentir forte et capable, qu'est-ce que cela dit sur qui elle est vraiment en dessous? L'épisode suggère que même les personnes les plus fortes ont des insécurités et que nos identités pourraient être plus fragiles que nous le pensons. L'humiliation de Sandy semble réelle parce qu'elle va au-delà d'être simplement embarrassée. Elle perd sa dignité, son identité et sa place dans la société en un instant. Quand quelqu'un vous enlève ce qui vous fait vous sentir vous-même, cela peut détruire tout ce que vous pensiez savoir sur qui vous étiez. Sandy perd sa dignité et son identité simplement parce qu'elle est vue sans déguisement. Mais Plankton perd sa volonté de vivre parce que quelqu'un a décidé que sa pire peur était drôle. Sheldon Plankton est généralement le méchant dans Bob l'éponge. Ce minuscule organisme vert passe sa vie à essayer de voler la formule du pâté de crabe et à mettre Monsieur Krabs en faillite. Plankton est maléfique, rusé et complètement obsédé par le succès. Il est marié à un ordinateur nommé Karen qui le tolère à peine. La plupart du temps, Plankton est traité comme une blague parce qu'il est si petit et que ses plans échouent toujours. Mais il reste le méchant. Donc quand il lui arrive des choses mauvaises, on est censé le trouver drôle. C'est ce qui rend cet épisode si troublant. Un repas complet est probablement l'épisode le plus sombre que Bob l'éponge ait jamais fait. Tout commence lorsque Plankton tente un autre stratagème pour voler la formule du pâté de crabe. Il a piégé Monsieur Krabs et Bob l'éponge dans une pince robotique et les torture pour obtenir des informations. Juste au moment où il semble qu'il pourrait réussir, Pearl apparaît. Plankton panique immédiatement et s'enfuit en criant. Il s'avère qu'il est terrifié par les baleines parce qu'elles ont mangé des membres de sa famille dans le passé. Monsieur Krabs voit cela et a une idée bien plus maléfique que tout ce que Plankton a jamais fait. Monsieur Krabs décide d'utiliser la peur de Plankton contre lui. Il se déguise en Pearl et commence à terroriser Plankton pendant des semaines. Pas seulement une ou deux fois, mais constamment. Pendant 16 jours d'affilée, Monsieur Krabs tourmente cette minuscule créature déjà traumatisée par un souvenir d'enfance où il a vu sa famille se faire dévorer vivante. La guerre psychologique est implacable. Monsieur Krabs apparaît partout où va Plankton, surgissant des poubelles, s'introduisant dans son laboratoire et menaçant constamment de le manger. Il imite parfaitement la voix et les manières de Pearl, rendant le tout réel pour Plankton. Chaque fois que Plankton pense être en sécurité, la fausse Pearl apparaît avec la bouche ouverte, prête à le dévorer. Plankton devient complètement paranoïaque et cesse de quitter la maison. Il laisse pousser ses cheveux et ses ongles, porte des boîtes de mouchoirs comme chaussures et devient pratiquement un ermite. Il fait des cauchemars où il est mangé par des baleines et ne peut pas fonctionner normalement. Karen, sa propre femme, ne le croit pas et pense qu'il devient fou. La séquence de cauchemar est particulièrement brutale. Plankton rêve d'être avalé par une version démoniaque de Pearl et d'atterrir dans son estomac, où il trouve ses ancêtres morts flottant dans l'acide gastrique. Son grand-père le salue joyeusement, comme si c'était juste une réunion de famille normale en enfer. C'est le genre d'imagerie qu'on attendrait dans un film d'horreur, pas dans un dessin animé pour enfants. La partie vraiment perturbante est de voir Plankton se détériorer mentalement. Ce n'est pas le méchant confiant et rusé auquel nous sommes habitués. C'est une créature brisée et terrifiée qui ne peut même pas sortir sans faire une crise de panique. Monsieur Krabs le rend littéralement fou et il en profite à chaque seconde. Ce qui rend cela encore pire, c'est la dynamique de pouvoir. Plankton est déjà le personnage le plus petit et le plus faible de la série. Il ne représente aucune menace réelle pour quiconque et ses plans échouent toujours. Monsieur Krabs est plus grand, plus fort et a plus de ressources. Ce n'est pas un combat entre égaux. C'est un puissant tyran qui détruit systématiquement quelqu'un qui ne peut pas se défendre. L'épisode montre aussi comment le traumatisme se cumule avec le temps. La peur originale de Plankton venait de voir sa famille se faire tuer. Monsieur Krabs le force essentiellement à revivre ce traumatisme encore et encore. Chaque rencontre avec la fausse Pearl renforce l'horreur originale et rend la peur plus forte. À la fin, Plankton est complètement consumé par la terreur. Puis vient le moment qui a choqué tout le monde. Plankton sort au milieu de la route et s'allonge en attendant qu'un bus le renverse. Il a complètement abandonné. Il dit à Bob l'éponge qu'il essaie de se faire tuer et lui demande de simplement l'écraser à la place. Plankton, un personnage de dessin animé pour enfants, essaie activement de mourir. Cette scène est absolument déchirante parce qu'on peut voir à quel point Plankton souffre. Il n'est plus le maître du mal. C'est juste une petite créature brisée qui veut que la souffrance cesse. Quand Bob l'éponge lui demande ce qu'il fait, Plankton dit qu'il n'y a pas de raison de continuer parce qu'il sera juste torturé par la baleine pour le reste de sa vie. La façon dont Plankton parle de cette situation montre des signes classiques de dépression sévère. Il a perdu tout espoir, ne voit aucune issue à la situation et croit que la douleur ne finira jamais. Sa décision de s'allonger sur la route n'est pas impulsive. C'est un choix calculé fait par quelqu'un qui a été poussé au-delà de son point de rupture. Ce qui rend cela encore pire, c'est que Monsieur Krabs s'est montré en train de rire de cela. Il est assis dans son bureau en effaçant une photo de Plankton et en célébrant comme s'il venait de gagner un jeu. Pour lui, pousser quelqu'un à s'allonger dans la rue est drôle, mais quand Bob l'éponge lui dit que Plankton est allongé dans la rue, Krabs rit encore plus fort et dit qu'il est un désastre.
Bob l'éponge est le seul personnage à montrer de la compassion. Il refuse d'écraser Plankton et confronte plus tard MC Krabs à propos de son comportement. Mais même Bob l'éponge ne comprend pas pleinement la gravité de la situation. Il la traite comme une farce qui est allée trop loin, au lieu de reconnaître que quelqu'un fait une dépression nerveuse. L'épisode essaie de justifier le comportement de Monsieur Krabs en nous rappelant que Bob l'éponge a accidentellement révélé l'emplacement de la formule secrète. Mais cela n'excuse pas la torture psychologique. Protéger une recette de sandwich ne vous donne pas le droit de pousser quelqu'un à la mort. La punition est complètement disproportionnée par rapport au crime. Cet épisode a été fortement critiqué par les fans pour être trop sombre et inapproprié pour les enfants. Beaucoup de gens ont estimé qu'il avait franchi une ligne en montrant un personnage tenter quelque chose d'aussi extrême. Même si c'était joué pour la comédie, le fait que ce soit Plankton, habituellement le méchant, le rendait encore plus troublant parce que cela suggérait que les mauvaises personnes méritent de souffrir. Ce qui est vraiment triste, c'est à quel point Plankton est seul tout au long de cette épreuve. Karen ne le croit pas, Monsieur Krabs le tourmente activement et tout le monde ne sait pas ou ne s'en soucie pas. Il n'a aucun système de soutien et personne vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. C'est un portrait assez réaliste de la façon dont la dépression et le traumatisme peuvent isoler quelqu'un. L'épisode se termine avec Bob l'éponge sauvant Plankton de son propre complot de vengeance, mais il n'y a pas de véritable résolution. Plankton n'obtient pas d'aide pour son traumatisme. Monsieur Krabs ne subit aucune conséquence pour ses actions, et rien ne change. Toute l'expérience n'était que de la cruauté gratuite qui a failli se terminer en tragédie. Cet épisode se distingue parce qu'il montre comment l'intimidation peut pousser quelqu'un à bout. Monsieur Krabs a utilisé la peur la plus profonde de Plankton contre lui à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il le brise complètement. C'est un rappel sobre que tout le monde a des vulnérabilités. Et utiliser ces vulnérabilités pour blesser quelqu'un peut avoir des conséquences dévastatrices. La partie la plus triste est que la peur de Plankton vient d'une véritable expérience traumatisante. Son sentiment a été mangé par des baleines, ce qui signifie qu'il souffre de véritables ESPT. Monsieur Krabs a pris ce traumatisme et l'a utilisé comme une arme pour son propre amusement. Ce n'est pas seulement cruel, c'est maléfique. D'une certaine manière, cela rend Monsieur Krabs pire que n'importe quel méchant que Plankton ait jamais été. Si vous avez aimé notre vidéo aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et je vous verrai dans la prochaine.